réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant. Votre point de repère. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Alors, pour discuter de ce sondage, j'accueille avec plaisir notre analyste Philippe Léger. Salut Philippe. Salut Philippe. Philippe, la une du Journal de Montréal ce matin dit tout. Le titre, c'est « Le pire sondage de la CAQ en 8 ans et le PQ en profite encore ». Alors, le PQ qui trône en tête des intentions de vote avec 35 suivi de la CAQ à 21 donc c'est vraiment très bas. Les libéraux à 17 Québec solidaire à 13 et le Parti conservateur à 11 Alors, comment tu interprètes ces résultats? Ben, c'est le pire sondage de la CAQ depuis mai 2016. Si on veut une date précise, depuis mai 2016, donc ils n'étaient pas encore au pouvoir. C'est le pire sondage en 2021 et je dirais que c'est un sondage qu'on peut qualifier quand même catastrophique pour le gouvernement Legault. Pourquoi? Parce que pendant l'été, le gouvernement Legault s'était réuni ensemble pour ce qu'on pourrait appeler une genre de reconstruction, un peu comme le Canadien de Montréal, de reconstruire la coalition Avenir Québec. Après une année difficile où on est passé à l'élection de 2022 à 41 jusqu'à 22, 23, 24 Et là, qu'est-ce qu'on voit? Milieu de l'automne, diminution de 3 points. On se retrouve à 21 et le Parti québécois à 35 Et là, qu'on regarde plus largement, Philippe, c'est quand même assez fascinant. Depuis l'élection de 2022, ça fait environ 2 ans, le Parti québécois a pris 20 points. Ils ont fini l'élection environ à 15 Ils sont maintenant à 35 La coalition Avenir Québec a perdu 20 points. Donc, c'est un transfert presque de l'un à l'autre parce que les autres partis sont à peu près au même niveau. Dans les mêmes eaux qu'à l'élection de 2022. Donc, c'est un transfert d'électeurs caquistes qui sont devenus des électeurs péquistes. Et là, moi, je crois que la prochaine question qu'on va se poser pour la coalition Avenir Québec, si la situation reste la même, c'est l'avenir de François Legault comme chef de la coalition Avenir Québec. Parce qu'en ce moment, voici mon raisonnement. La CAQ n'a pas un problème de positionnement politique. Quand on regarde ses positions sur l'immigration, sur la laïcité, sur le développement économique, sur la place de l'État, la coalition Avenir Québec se trouve bien souvent au beau milieu du consensus québécois sur la majorité des questions, sur la question de l'indépendance aussi. Donc la CAQ, en termes de positionnement politique, il n'y a pas de problème là. Moi, je crois que c'est en termes de comment on délivre le message. Et le premier messager du côté de la coalition Avenir Québec, c'est François Legault. Là, je te donne 2 autres exemples. Ça fait plusieurs semaines qu'on parle de laïcité au Québec. Ça fait plusieurs semaines qu'on parle d'immigration. Ce n'est pas normal que lorsqu'on parle d'immigration et de laïcité, ce sont des mauvaises semaines pour François Legault et la coalition Avenir Québec. C'est pas normal parce que ce sont ses sujets de prédilection. Quand la laïcité arrive dans le débat public, ça devrait être une bonne semaine pour le gouvernement qui a fait adopter la loi 21 et la laïcité au Québec. Quand ce sont des questions d'immigration qui se pointent sur le bureau du premier ministre, ça devrait être une bonne semaine pour le premier ministre parce que les positions de François Legault, les positions du gouvernement Legault sont, pour la majorité, la position, pour une majorité de Québécois, la position des Québécois. Donc, vous comprenez? Et même l'autre chose, ça revient quand même à plusieurs semaines. La stratégie des stratèges de la coalition Avenir Québec de cacher un peu le premier ministre, de le faire moins présent, de le faire plus rare, de seulement le faire parler aux journalistes le jeudi. Pour moi, il y a quelque chose d'un peu anormal à ça. Lorsque le PM sort, ça devrait être quelque chose qui favorise le gouvernement, pas l'inverse. Donc moi, tous ces petits indices-là m'amènent à dire que tôt ou tard, on va commencer à se poser la question de l'avenir de François Legault comme chef de la coalition. C'est une chose, Philippe, si toi et moi, nos auditeurs, nos auditrices, on pose la question, on s'interroge là-dessus. C'est une autre chose si on commence à faire ça au Conseil des ministres, si on commence à faire ça dans le caucus des députés et dans tous les apparatchiks de la CAQ. Ouais. Alors, est-ce que tu vois ce genre de, je vais employer un peu le terme consacré, ce genre de grenouillage à l'interne, est-ce que tu sens que ça va commencer bientôt? Moi, je pense pas, parce que le parti de François Legault, la CAQ, c'est le parti de François Legault. Vous comprenez ce que je veux dire? La CAQ, c'est un parti qui s'est construit autour du chef, avec les positions du chef pour que le chef soit premier ministre. Donc, c'est difficile dans ce contexte-là de dire qu'il y a des gens qui vont commencer à grenouiller. Ceci étant dit, je vais répondre à ta question en contournant un peu ta question, Philippe. Les meilleurs amis de François Legault vont quitter de plus en plus ce gouvernement-là. Ils risquent de ne pas se représenter en 2026. Pierre Fitzgibbon a déjà quitté. Oui, Christian Dubé. Christian Dubé a déjà dit que probablement, là, c'est pas officiel, mais qu'en 2026, lorsque sa réforme, lorsque son plan santé sera mis en œuvre, qu'il allait quitter la politique. Et Gérard aux finances, qui est un ami de François Legault, on
pense pas qu'il va se représenter en 2026. Donc, tous les gens que François Legault a amenés en politique en 2018, s'ils ne se représentent pas en 2026, ça amène un autre argument, puis ça va amener François Legault lui-même à réfléchir s'il veut rester premier ministre du Québec au terme de l'élection de 2026, s'il l'emporte. L'autre chose qu'on peut se questionner, sur le Parti québécois à 35 %. Là, c'est l'euphorie au Parti québécois. Là. C'est un sondage qui montre que ça va bien. Oui, parce qu'il y avait eu un petit ralentissement dans le dernier sondage. Même une diminution. Il passait de 32 à 29 %. Donc, il y avait un peu du sable dans l'engrenage qui commençait à se poser du côté du parti de Paul Saint-Pierre Plamondon. Là, il y a toutes sortes de petits problèmes qui s'en viennent. Même si c'est un très bon sondage, il y a toutes sortes de petits problèmes qui s'en viennent pour le PQ. Je te donne un exemple. Problème de gestion interne qui devient bien souvent des problèmes de gestion externe. Par exemple, là, dans la circonscription de Terrebonne, le Parti québécois a annoncé sa candidate, Catherine Gentilly-Corr, qui est quelqu'un de présidente du Parti québécois, qui fait partie, disons, de l'ADN du parti, qui est là depuis longtemps. Puis bon, voilà, c'est une proche de Paul Saint-Pierre Plamondon qu'on dit, par exemple. Là, dans l'association de Terrebonne, il voulait un autre candidat. Mais ça, là, quand tu es un gouvernement en attente, de toutes sortes de ces petits problèmes-là qui vont arriver. Quand tu es un gouvernement en attente, par exemple, je te donne un autre exemple, certains militants vont sortir dans l'espace public et vont dire « Je ne suis pas d'accord avec la position du chef ». C'est arrivé dans les dernières semaines. Le dernier qui a fait ça, il s'est fait rabrouer. Vincent Boulay assez rapidement, merci. Il s'est fait expulser de la commission politique et maintenant, il est seulement membre. Mais tous ces petits problèmes-là de gestion interne, quand tu es un chef à 15 % d'un tiers parti, ça ne se pose pas, ces problèmes-là, parce que tout le monde est alentour de toi et personne n'ose véritablement te critiquer parce que tu es déjà à terre à 15 %. Mais lorsque tu deviens le gouvernement en attente, tous ces problèmes-là s'en viennent. Et Paul Saint-Pierre Plamondon n'a jamais eu affaire à ce genre de problème de gestion interne d'un parti qui attend d'être au pouvoir. Assez intéressant. Puis on va voir si, aussi en sport, hein, Philippe, on dit souvent que parfois il y a des équipes qui vont atteindre le sommet trop vite dans la saison. Puis quand arrivent les séries éliminatoires, ben, ils ont passé ce sommet-là. Et c'est un peu la même chose en politique. C'est très bien de monter, mais l'important, c'est d'être au sommet quand l'élection arrive. Et tu deviens la cible de tout le monde parce que tout le monde veut t'arracher des voix que tu as récoltées un peu partout. Puis je vais finir avec une dernière comparaison de hockey. Ça concerne la CAQ, ça concerne le gouvernement Legault. Je trouve que sa trajectoire ressemble à celle du Canadien de Montréal. Il y avait toutes sortes d'espérances en début de saison, au début de l'automne. Et là, c'est comme si, à nouveau, il y a une genre de léthargie, qu'on pourrait dire. Et on commence à se questionner, à savoir si Martin Saint-Louis, c'est le bonhomme pour diriger le Canadien de Montréal. Là, c'est un peu la même question qu'on se pose pour la Coalition Avenir Québec. Et si la CAQ sera dans le mix. Il sera dans le mix à la prochaine élection. Merci beaucoup, Philippe Léger. On se retrouve bientôt. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. La nouvelle agence de la santé, le Santé Québec, sera en place dans un peu moins d'1 mois. C'est le 1er décembre. Et la PDG de Santé Québec, Geneviève Biron, est en tournée médiatique depuis le début de la semaine. Elle a donné des entrevues dans les journaux. Et ce matin, elle était à l'émission de mon collègue Patrick Lagacé. On a entendu beaucoup de commentaires sur la façon dont Mme Biron s'est exprimée. Beaucoup de gens ont dit qu'il y avait un message qui était teinté de langue de bois. Alors, on veut analyser ça sur le plan de la communication. Est-ce que Mme Biron a bien réussi son entrée en poste, sa première occasion de donner un peu l'idée de quoi elle se chauffait et quels étaient ses plans? Pour en discuter, je reçois Louis Aucoin. Louis Aucoin est stratège en communication et président de l'agence Aucoin Stratégie et Communication. Louis, bonjour. Bonjour. Louis, vous avez écouté ce matin Geneviève Biron à l'émission de Patrick. Comment vous l'avez trouvé? Bien, je veux dire, la barre est haute quand même. Quand on dit simplifier les messages dans le réseau de la santé, c'est toujours un peu difficile. Puis quand on parle de gestion du réseau de la santé, vous mettez la barre très, très haute. Parce que dès là, on va parler de performance organisationnelle, puis on va parler de synergie, on va parler de choses un peu plus... c'est pas clair, c'est pas très concret. Et puis... je pense que le public de cette tournée-là, c'était beaucoup le réseau de la santé lui-même en premier. Pour dire aux gens qui travaillent dans le réseau de la santé, faites-vous-en pas, on fait une réforme administrative en ce moment. Là. On touche pas à ce que vous faites réellement. Donc, je ne sais pas si c'est vrai. Ce que je sais, c'est que ça sortait comme ça. Et l'autre chose, les syndicats, parce que les syndicats ont mis Mme Biron dans leur mire et on attend le premier faux pas. Et là, je n'ai pas entendu le mot syndicat une fois dans ces entrevues, dans aucune entrevue. Donc, clairement, on voulait envoyer le message que ça ne concerne pas l'organisation syndicale, ça ne concerne pas les ententes qui sont prises.
alors qu'il y a une partie de la solution qui va être de changer un peu la manière dont on fonctionne. C'est vraiment intéressant ce que vous dites, parce que vous pensez à qui elle voulait s'adresser, et c'est peut-être pas le public en général. Elle voulait s'adresser plus à ce que j'appellerais des corps constitués, là, les syndicats, les employés également, parce que pour la personne qui écoute ça, puis qui n'a pas de médecin de famille, puis hier encore à l'émission, on a évoqué cette question-là. Louis, vous auriez dû voir la messagerie texte. Elle a explosé quand on a parlé de ça. Les gens sont furieux. Et ce matin, j'écoutais Mme Biron, et j'entendais ce genre de réponse là, lorsque Patrick lui posait des questions, et je dois vous avouer que je suis resté sur mon appétit. Moi, je suis de l'école qu'il faut que ça change. Là. C'est pour ça que je suis là. Pourquoi ça changerait plus qu'à l'époque où il n'y avait pas d'agence Santé Québec? Bien, écoutez, je pense que la première mise en commun, là, je dirais que c'est une étape vraiment importante. On le voit déjà là, quand on regarde l'ensemble du réseau. Je suis arrivée puis j'ai dit, bon, dites-moi, là, c'est qui nos champions en santé et sécurité? Bon, qui sont nos champions en santé et sécurité? C'est tout ça. Ça nous laisse un peu sur notre fin. Et elle y va aussi, tout à coup, là, avec un cliché également, hein, quand elle parle de l'usager qui sera au cœur de ses priorités. On l'écoute. Mais moi, je veux qu'on mette l'usager au cœur de cette priorité-là. Madame Biron, vous ne me sortez pas ça pour vrai, là. Mais je vais vous dire, Biron, est-ce que je ça peux vous donner un fait exemple? 100 fois que je l'entends, Je vais vous celle-là. donner un exemple. Louis. Bien, ça faisait du bien d'entendre Patrick Lagacé quand même le dire concrètement, parce que difficile de convaincre un public qui constate le contraire de ce qu'il entend. OK? Puis je vais m'exprimer. Le docteur Rochon nous a parlé du virage ambulatoire. Le docteur Rochon était ministre là, dans le gouvernement de 1994 de Jacques Parizeau. OK. Puis ensuite de ça, les libéraux nous ont dit la priorité numéro 1 du gouvernement, ça va être la santé. La CAQ nous a dit ça. Tous les partis et le public, ce qu'ils constatent, c'est une dégradation. Ce qu'ils constatent, c'est l'incapacité d'avoir accès à des soins. C'est grave, là. Je parle d'une société quand même qui est développée. Une société avancée, une société qui est raisonnablement riche, une société qui a décidé d'avoir un système public qui est financé par nos impôts. Puis on s'attend, il y a un contrat social là-dedans. On paye des impôts, puis on est supposé être soigné, puis on est supposé être capable de rencontrer un médecin. Essayez, après, ce soir, là, essayez de convaincre quelqu'un qu'à Montréal, les gens conduisent à gauche. Non, parce qu'on a toujours constaté, les gens conduisent à droite. Ce qu'on constate, c'est que le réseau se dégrade, puis qu'il n'y a jamais personne qui a promis une solution, qui a amené une solution. Mme Biron, c'est quelqu'un qui promet une solution. Mais je vous laisse trouver la conclusion. Puis plus fondamentalement, qui va croire que centraliser, c'est amener de meilleurs services? Et puis, c'est pas un commentaire éditorial, c'est un commentaire de communication. Les gens ne croient pas ça. Quand je dis je vais éloigner la prise de décision du public, puis vous allez être mieux servi, il n'y a personne qui croit ça. Personne qui croit ça. Et ça veut dire plus de bureaucratie. Ça, on va croire ça. Puis les meilleures pratiques dont parle Mme Biron dans ses entrevues, quand elle dit on va les répandre un peu partout, d'où elles viennent ces bonnes pratiques-là? Elles viennent de l'intrapreneurship. Elles viennent des gens du milieu qui disent pourquoi on ne fait pas ça comme ça? Puis ces gens-là ont une liberté, un leadership local. Est-ce que c'est bien répandu, ces bonnes pratiques-là? Pas assez. C'est vrai qu'il faudrait le faire plus. Mais est-ce que c'est en centralisant tous les centres de décision? Non. Ça, il n'y en aura plus de bonnes pratiques. Parce que l'intrapreneurship, il se manifeste dans une communauté. Donc, il ne faudra pas laisser tomber cette communauté-là. Oui, je ne veux pas m'acharner sur Mme Biron, elle commence, là. Et puis, tout le monde souhaite qu'elle réussisse. On souhaite plus qu'elle réussisse, puis que cette réforme de la santé porte ses fruits. Mais quand même, il me semble qu'elle avait là l'occasion de lancer un certain nombre de messages cohérents, des messages clairs, à la limite, une ligne de communication. C'est l'expression qu'on utilise. Un ministre, par exemple, avant qu'il fasse un scrum, une mêlée de presse devant les journalistes, ses conseillers vont lui dire, c'est quoi ta ligne? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi le message que tu veux que les gens retiennent? Et je ne suis pas convaincu que c'est avec des réponses comme celle-là qu'elle a réussi ça. Les gens qui nous écoutent, là, qui sont pas sur le point de mourir, mais qui doivent prendre des pilules parce qu'ils ont mal, parce que l'opération n'arrive pas, vous leur dites quoi sur ce que Santé Québec va changer dans leur vie de patient? Bien, écoutez, moi, ces longueurs-là d'attente, c'est vraiment désolant aujourd'hui. La liste d'attente, elle a baissé. On est parti de 20 000 personnes à 10 000 personnes pour ceux qui attendent plus d'un an. Toutefois, je pense vraiment qu'on doit faire mieux, là. C'est vraiment trop de gens qui sont sur ces listes-là. C'est désolant.
faut faire mieux. Puis elle a rajouté plus tard, je suis de l'école des gens qui disent qu'il faut que ça change. Fort bien, mais à la limite, quoi encore? Oui, il n'y a pas beaucoup de contenu, c'est vrai, mais en même temps, elle arrive, elle prépare les gens pour son arrivée dans 2 semaines. Puis je vous dis, je vais faire une confidence. J'ai quand même fait mes études de maîtrise sur le financement puis l'organisation des soins de santé. Donc, quand j'entends tout ça, il y a des, comment je dirais ça? J'ai des doutes. Mais ça, sur le plan de la communication, par exemple, je sais que elle va faire des gains, Mme Biron, quand elle aura connu de petites victoires. Et c'est ça que j'ai envie de dire. Arrivez pas avec le premier milliard que vous allez avoir économisé. Parlez-nous pas en centaines de millions. Parlez-nous en petites victoires. Parlez-nous de Victoriaville. Parlez-nous de Grand Bay. Parlez-nous de ce qui se passe sur le terrain. Puis la moindre petite victoire dans les urgences, la moindre petite victoire dans une salle d'opération, c'est une grande victoire pour tout le monde. Puis c'est ça qui va la faire, gagner. Ça, c'est super intéressant. Autrement dit, là, celle constate qu'à Shawinigan, par exemple, on a amélioré les choses après 3 mois de l'existence de Santé Québec. Bien, n'ayons pas peur de s'en vanter, ça va donner espoir à tout le monde. Puis il y a des compagnies technologiques au Québec qui ont développé des solutions. Je pense à Bonjour Santé, par exemple, pour prendre des rendez-vous, tout ça. Ça fonctionne. Pourquoi le gouvernement ne les utilise pas? Moi, c'est un point d'interrogation. Pourquoi on s'acharne à essayer d'en programmer un qui ne fonctionne pas? Mais je donne celle-là, mais il y a TELUS, il y a PetalMD, il y en a plein d'autres. Donc, pourquoi on les utilise pas? Puis c'est pas le privé qui rentre en santé, ça, c'est le privé qui se met au service de la santé, puis c'est ça qu'on veut voir plus. Mais j'ai hâte quand même de voir la prochaine campagne, la prochaine tournée de Mme Biron, ça va aller peut-être au printemps. Puis il faut qu'elle ait des petites victoires. Ça ne pourra pas être une grande victoire, ça va être des petits changements. Bonne chance. Oui, tout à fait. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Louis Aucoin est stratège en communication et président de l'agence Aucoin Stratégie et Communication. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Alors, on le sait, il y a une menace de grève chez Poste Canada. Dans les prochains jours, là, le service de livraison du courrier, le service de livraison des colis, tout ça pourrait cesser en raison d'un conflit de travail. Et l'impact sur nos achats des fêtes pourrait devenir très, très, très important parce qu'on approche tranquillement du vendredi fou, période des soldes où on achète beaucoup de cadeaux de Noël. Et les commerçants, s'il n'y a pas le service de livraison des postes, pourraient avoir à se tourner vers des compagnies privées, d'autres compagnies qui vont charger potentiellement plus cher. Donc, très, très mauvaise nouvelle pour les commerçants. C'est très inquiétant pour les gens qui opèrent un magasin et qui comptent, bien sûr, sur la saison de Noël pour engranger un maximum de profit. J'en discute avec Michel Rochette. Monsieur Rochette est président pour le Québec du Conseil canadien du commerce de détail. Monsieur Rochette, bonjour. Bonjour, Monsieur Quentin. Monsieur Rochette, vos membres sont inquiets? Extrêmement inquiet. C'est pas du tout une bonne nouvelle. Ce qu'on a devant nous, beaucoup de détaillants ont besoin de ce service-là et beaucoup de citoyens en dépendent. Puis comme vous le disiez, s'il y a un service qui disparaît, on se rabat sur d'autres qui deviennent congestionnés, puis forcément, c'est des coûts plus élevés et des délais surtout plus longs. Bon, alors, qu'est-ce que les gens vous disent concrètement là, en termes d'impact réel sur le chiffre d'affaires? Bien, dans la réalité, puis on a quelques sondages de consommation qui nous répètent que, puis particulièrement au Québec, les gens sont plus quand vient le temps de choisir un produit, entre le coût de livraison et la rapidité de la livraison, c'est la rapidité au Québec qui est la plus importante, le facteur le plus décisionnel. Donc, si on retarde le processus, si on congestionne la chaîne d'approvisionnement, si on enlève donc des fournisseurs aussi importants que Poste Canada, il y a des entreprises au Québec qui vont perdre des ventes. Bon, on le voit, là, il y a beaucoup de camions de livraison dans nos rues de toutes sortes de compagnies. Bien sûr, les camions de UPS, de Federal Express, les camions d'Amazon aussi. Mais Poste Canada occupe encore une large part. Bien, pour plusieurs raisons. Évidemment, on parle de détaillants, mais au sens général, les citoyens ont besoin de ce service-là. Comme vous le savez, c'est pas tout qui passe par courriel, donc c'est important pour tout le monde. Mais d'un point de vue détaillant, lorsqu'on a besoin de prévisibilité, de confirmer auprès de ses consommateurs qu'on vous garantit un délai de livraison à un coût raisonnable, lorsque tout ça est chamboulé du jour au lendemain, puis qu'on n'a pas d'alternative. Et en plus, dans certains cas, c'est qu'on se retrouve avec des colis qui vont être coincés quelque part au pays ou quelque part dans un entrepôt pour lequel on n'aura pas de suivi sur à quel moment il va être débloqué. Pour beaucoup de petits détaillants et de grands détaillants, c'est un immense problème. Est-ce qu'il y a des solutions, à part un règlement potentiel de ce conflit-là? C'est un peu dommage parce que la question se posait également sur le secteur maritime, ferroviaire. On a passé un cheveu avec Air Canada. Maintenant, c'est la Poste. Dans tous les cas, il va falloir qu'un jour, on reconnaisse que dans tout ce qui s'appelle approvisionnement,
et communication. Il y a quelque chose de névralgique et d'essentiel là-dedans. Puis il y a des lois qui protègent ce qu'on appelle des services essentiels. Fait qu'il faut éventuellement qu'on ait un œil là-dessus. Autrement, tout ce qu'on peut faire, malheureusement, c'est de se concentrer sur ramener les gens à la table de négociation, les encourager rapidement à trouver une solution avant d'en arriver avec une solution politique qui, elle, ne fait que régler temporairement. Tout ce qu'on souhaite, c'est qu'on arrête de toujours repasser d'un conflit à un autre conflit à un autre conflit. C'est toute la réputation complète du Canada qui perd. Mais les citoyens, les premiers, sont les plus touchés. Donc. Mais d'un autre côté, M. Rochette, le libre droit de négocier, il faut quand même le respecter également. Tout à fait. Mais c'était ce qu'on disait également sur le port de Montréal, c'est quand il y a des médicaments coincés dans des conteneurs sur des bateaux, on comprend le droit de grève, mais les gens ont aussi besoin, dans certains cas, de soins. Donc, où s'arrête la ligne? C'est pour ça qu'il existe des façons de protéger au moins ce qui est plus essentiel que d'autres. Puis dans le monde du détail, vous savez, le monde des détaillants, ce qu'ils font, c'est qu'ils aident la population à se nourrir, se vêtir, se loger, se déplacer, se cultiver. Donc, il y a beaucoup de morceaux très essentiels là-dedans. Évidemment, là, pour l'instant, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'ils en viennent à une entente. On est toujours dans une situation où ils peuvent toujours trouver une entente d'ici le 15, d'ici 2 jours. Mais le risque est immense. Donc, on est déjà en train de détourner par d'autres voies les prochains colis avec des coûts qui vont malheureusement être plus élevés. Là. M. Rochette, est-ce que c'est compliqué, justement, de trouver pour un commerce au détail un nouveau service de livraison? Ben en fait, oui et non. C'est-à-dire votre capacité, lorsque vous avez déjà des ententes qui vous garantissent un délai de livraison, puis vous avez des ententes contractuelles sur le coût, là, ça enlève beaucoup de moyens de négocier. Vous n'êtes pas capable de garantir ce que vous garantissiez il y a quelques jours à vos clients. Donc, ça devient un casse-tête pour beaucoup de détaillants qui doivent se trouver tout plein d'alternatives qui vont forcément être plus chères parce qu'ils ne pourront pas négocier au même tarif. Et encore une fois, pour les colis déjà en circulation, là, c'est un autre casse-tête. Oui, parce qu'eux risquent d'être coincés pendant le conflit de travail. S'ils sont déjà confiés au service des postes et que le service des postes n'a pas eu le temps de le livrer encore, effectivement, gros problème. Monsieur Rochette, parlez-nous un peu des ventes de Noël. Qu'est-ce que ça représente pour le commerce de détail au Québec? C'est énorme. Évidemment, on a beaucoup de sondages de consommation qui insistent là-dessus, pas pour rien, parce que c'est la manne, en quelque sorte, pour les détaillants. C'est le moment où il y a le plus de gens qui convergent vers soit les ventes en ligne ou les ventes en magasin. Vous comprenez que l'ampleur de ça est importante. Pourquoi? Parce qu'on magasine le temps des fêtes pendant pas juste un mois ou 2, on magasine ça à partir de fin de l'automne. Donc, c'est une période névralgique pour plusieurs raisons. On a beaucoup de sondages qui nous indiquent de quelle façon les gens prennent leurs idées, qu'est-ce qui les fait choisir un produit ou un autre, ou un magasin ou un commerce plus qu'un autre. Donc, il y a beaucoup d'informations que les commerçants doivent posséder pour être capables de répondre le plus fidèlement possible à leur clientèle, qui est toujours changeante. Et les besoins et les tendances sont toujours changeants. On doit prévoir d'avance que sur nos étagères, des fois c'est plus qu'une année, 2 années à l'avance, quand les goûts sont très changeants. Donc, c'est extrêmement complexe pour les détaillants d'être à jour et de provoquer et de suivre les changements. Donc, le temps des fêtes est le moment névralgique pour ça. Et si on ne réussit pas à passer à travers le temps des fêtes avec l'espérance et tout ce qu'on souhaite être capable de vendre, évidemment, ça complexifie beaucoup le reste de l'année. Donc, il faut absolument qu'on réussisse le temps des fêtes pour tous les détaillants dans tous les niveaux d'activité, que ce soit de l'alimentaire aux produits électroniques, les meubles, tout le reste, tout est important pendant le temps des fêtes. En terminant, M. Rochette, est-ce que les commerces de détail vont manquer d'employés supplémentaires dans le temps de Noël? En fait, il y a une pénurie, là. Évidemment, elle est moins d'actualité parce qu'elle est moins forte maintenant, mais elle demeure. Évidemment, les détaillants savent d'avance qu'ils ont besoin de périodes de personnel pendant le temps des fêtes. Puis beaucoup d'employés à temps partiel, vous le savez, parce que les heures d'ouverture des commerces sont plus complexes du 9 à 5, du lundi au vendredi. Donc, ça prend beaucoup plus d'employés. Une gestion qui est complexe. Il manque d'employés en général, mais les détaillants ont prévu le coup. Donc, je crois qu'on est correct pour le temps des fêtes. Mais ce qui nous fait peur, c'est les prochaines années où le phénomène de la pénurie va s'amplifier. Avec ce qu'on entend sur notre façon de gérer les étudiants étrangers, les immigrants. Donc, je crois qu'il y aura, je pense que la pression va devenir plus grande au fur et à mesure que les années vont passer. Là. Merci beaucoup, M. Rochette. Merci, M. Quentin. Merci, au revoir. Bonne journée. Michel Rochette est président pour le Québec du Conseil canadien du commerce de détail. Et ça réagit dans notre messagerie texte. Il y a manifestement quelqu'un qui est facteur, là, Alex, qui nous dit écoutez, on passe encore pour les méchants, nous autres, les facteurs, mais moi, je ne suis pas convaincu que Poste Canada donne les bons chiffres sur la réalité économique. Donc, il y a des gens là, qui sont facteurs, qui nous écoutent, qui trouvent qu'on leur fait porter le mauvais chapeau et qui trouvent ça très, très regrettable. Alors, ce n'est pas un dossier facile. Souhaitons, pour le bien de tous, qu'on trouve un arrangement d'ici la date limite là, qui est prévue pour plus tard cette semaine. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez
Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Alors, Jessica, on aime ça quand nos journalistes vont sur le terrain, mais hier, là, t'es vraiment allé sur le terrain et pas à peu près. Immersion. On appelle ça une immersion, effectivement, puis mes muscles peuvent en témoigner aujourd'hui. J'ai mal partout, je le disais tantôt en teaser. J'ai eu moins mal après mon demi-marathon qu'aujourd'hui en me réveillant après avoir passé 4 heures à ramasser les vidanges. Puis j'ai juste fait une demi-journée, hein. Les gars, après, on continue la journée au complet, puis ils recommencent aujourd'hui, puis demain. Tu as fait ça dans la ville de Montréal? Je fais ça à Dollard-des-Ormeaux hier. Juste pour vous mettre en contexte, là, pourquoi j'ai eu cette folle idée d'aller faire ça, c'est qu'il y a 3 semaines, j'ai croisé à la station Simon Paré-Poupard. Ça, c'est le gars qui vient de publier le livre intitulé Ordure, journal d'un vidangeur. C'est un petit bijou de livre. Ça se lit rapidement. Garochez-vous sur ce livre si vous le voyez. Je l'ai lu, je l'ai entendu, je l'ai croisé à la station. Puis il y a une phrase que Simon a dite qui m'a vraiment interpellée. Il a dit: tout le monde devrait au moins une fois dans sa vie ramasser les vidanges. Il pense même qu'il devrait avoir une espèce de service militaire imposé, mais pour les vidanges, pour tout le monde, là, quelques heures de bénévolat, pour qu'on se réapproprie les déchets. C'est-à-dire qu'on ait une meilleure conscience de la quantité de déchets qu'on produit, puis aussi peut-être un peu plus de considération pour ce métier qu'on méprise souvent. Donc, j'ai appelé Simon après l'avoir entendu. J'ai dit, je lève la main. Moi, je veux le faire, je veux le vivre, puis je vais en parler dans ma chronique. Fait que Simon, il a accepté. Il m'a accueilli hier avec son collègue Steve, qui est vidangeur depuis 26 ans. Donc, on a passé une demi-journée à courir. J'avais du jus de poubelle un peu partout sur les bras. Tout ça a été filmé, d'ailleurs. Là, je le précise. Vous pouvez aller voir ça sur notre YouTube et nos réseaux sociaux. Paul Christian a fait un super bon montage. Et j'ai vraiment eu c'est une espèce d'électrochoc que j'ai vécu, Philippe. Tu sais, je le faisais en me disant, c'est incroyable la quantité de choses en bon état qu'on met sur le bord du chemin. Ah oui. En fait, j'ai 2 principaux constats que je fais. D'abord, mon Dieu, qu'on génère des déchets. Vous savez, le Québec, là, on est le plus grand générateur de déchets au Canada. Puis le Canada, c'est un des plus gros producteurs de déchets au monde. On consomme beaucoup et on jette énormément. Je vous donne une idée, OK, pour avoir une image encore plus claire. Chaque année, là, c'est 5,3 millions de tonnes de déchets dans les sites d'enfouissement. C'est à peu près 4 stades olympiques. Probablement que si les déchets se retrouvaient autour du stade ou sur le Mont-Royal, là, on le réaliserait davantage. Mais chaque semaine, pouf, comme par magie, nos sacs disparaissent, puis on ne voit plus ces déchets-là qu'on génère. Mais hier, en vivant l'expérience, j'ai vu toutes sortes d'objets de bonne qualité, comme des jouets, des meubles, des vêtements, toutes sortes de choses qui auraient pu avoir une deuxième vie, dont plusieurs personnes ont besoin. Mis aux poubelles, comme on dit, aux chemins. Aux poubelles, détruits, compressés, puis ça se ramasse dans des sites d'enfouissement. Mais les vidangeurs, Steve puis Simon, essaient de récupérer un maximum de choses. Puis ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant à voir. Ils récupèrent des affaires, les mettent en avant là, dans la cabine du camion, exactement, puis accumulent un maximum de choses. Je veux vous faire entendre Steve. Lui a construit une nouvelle maison en 2021, puis à peu près tout ce qui se trouve dans sa maison a été trouvé dans les poubelles. J'ai une vanité, j'ai le miroir en haut pour la pharmacie, j'ai mes portes qui sont des belles portes françaises que j'ai trouvées pour mettre dans mes chambres ou dans mes pièces. J'ai le bois que j'ai récupéré pour faire mon îlot, j'ai mon lavabo pour faire mon îlot, j'ai mes armoires de cuisine qui viennent de là, un faux micro-ondes pour mettre avec une fan, un faux micro-ondes pour mettre en haut d'un poêle. Tout. Il n'exagère pas. Tout. Hier, quand on a commencé la journée, Simon a dit, là, j'ai besoin d'un nouveau panier à linge. Notre défi, c'est d'en trouver un. Il en a trouvé un en parfait état. Il a trouvé des balançoires. Sa femme voulait acheter une balançoire neuve pour leur nouveau-né, pour leur enfant. Il en a trouvé 2 en super bon état dans les poubelles. 2 belles balançoires bleues. Écoute, hier, là, à la fin de la journée, il m'a envoyé une photo de leur trouvaille, là, tout étendu par terre avec une table pliante, puis toutes sortes de choses. C'est comme ça toutes les semaines. À tous les jours. À tous les jours. Puis des fois, il y a des trouvailles qui sont un peu plus cocasses que d'autres, comme la fois où Steve a sauvé une poule d'une mort certaine, in extremis. Bien, dans le fond, il y a 2 ans, juste avant l'hiver, dans la même température qu'on a là, ben à Armstown, sortir d'un bac, genre, quand j'ai vidé le bac, il y a une poule qui est sortie, quand même assez amochée, là, mais une belle poule quand même, là, vivante, puis tout. Là. Fait que là, je l'ai pris, je l'ai ramassé, je l'ai mis dans le camion. J'ai fini mon voyage avec, puis après ça, je l'ai ramené à la maison, je l'ai mis dans notre poulailler, puis elle nous a pondu des œufs, puis on l'a eu pendant 1 an et demi, là, on l'appelait Cocotte, là. Puis le temps qu'on l'a eu, ben c'est ça, c'était tout le temps du bon temps, c'était une poule qui était très reconnaissante.
Une poule qui était très reconnaissante de la fabuleuse Cocotte. Cocotte qui a été sauvée d'une mort certaine, qui aurait été écrasée, imaginez, par le compresseur du camion. C'est sûr que là, c'est des cas extrêmes, là, mais il y a quand même une espèce de déresponsabilisation, d'illusion qu'on se fait en mettant les choses au chemin, comme si parce qu'on les voyait plus, ils existaient plus. Puis Steve et Simon prennent le temps de ramasser, de sauver soit ces animaux-là abandonnés ou tous ces objets-là. Mais c'est hallucinant de voir la quantité de déchets qu'on produit. Puis aussi, beaucoup de choses qui ne devraient pas se ramasser aux poubelles, des matières recyclables. Vous allez voir sur les photos, si vous allez voir la vidéo, là, sur les images, j'ouvre le bac de poubelle, ce n'est que des matières recyclables. Du beau carton propre. Là. Ça, c'est sûr que c'est récupéré. Là. Du carton, de l'aluminium, des conserves, du compost. Puis eux, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils mettent ça dans la benne ordure. Ils n'ont pas le choix. Puis ça les écœure des fois. Ils laissent là, mais ils risquent de se faire taper sur les doigts parce que les villes veulent que ce soit ramassé. Fait qu'il y a une responsabilité qu'on a. Puis je m'inclus là-dedans. Là. J'en ai jeté des affaires. On l'a tous fait. Et on le fait tous encore. On le fait tous encore. Mais de le vivre, de le voir, ça nous fait réaliser qu'il y a des gens qui se blessent parce que quand, par exemple, à un moment donné, il y avait une pile de céramique qu'ils avaient laissée sur le bord du chemin, garoche ça dans le camion, ça revole un peu partout. À tous les jours, ils se coupent, ils se blessent. D'avoir cette conscience-là qu'il y a des humains à chaque jour qui travaillent hyper fort pour que nos villes soient propres, prenons le temps de réfléchir où ça va. Y a-t-il un écocentre où je peux aller porter ça? Puis si j'ai pas le temps, il faut absolument que je le laisse devant chez nous, je peux-tu rester puis aider le gars qui va mettre ça dans le bac, dans la poubelle, peut-être lui donner un pourboire aussi? Puis ce que je disais, ce dont je parlais avec Simon aussi, c'est que les villes ont peut-être un rôle aussi à jouer pour sensibiliser les gens, pour mieux les informer. Simon disait, par exemple, que lui, là, il pourrait se promener avec des autocollants puis des fois informer les gens sur leur bac quand il y a des affaires qui ne devraient pas se trouver là, donner des numéros, des adresses pour que les gens soient mieux informés. Fait que vraiment, j'ai trouvé que c'était une expérience hyper enrichissante. Puis le mot que je veux dire à tous les vidangeurs, c'est respect. Merci pour votre travail. J'aurais pu jamais la même pensée quand je vais mettre des choses dans mes poubelles. Je vais avoir une pensée pour vous. Je vais être plus consciente. Puis j'invite les gens, comme je disais, à aller voir la vidéo que Paul Christian a fait sur notre site Internet et sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup, Jessica. C'est une formidable initiative, un récit haletant. Et franchement, on les voit tous, les vidangeurs, mais on ignorait c'était quoi leur réalité. Il y a un travail qui est essentiel parce qu'on sait, là, à l'époque, parfois, il y avait des conflits de travail dans le secteur du vidange. Et là, on s'aperçoit pourquoi on les aime, les vidangeurs. Parce que quand une ville si les ordures ne sont pas ramassées, ça devient lourd longtemps. Bravo, Jessica. Merci beaucoup.